باري باسم خالق البرايا الباري قرأت يوم سكرها بها سفر لخدمة المختار أفضل البشر تاريخ بموي جنة كي نتسامع أفكا دال يقسم بليور سنين مدبلو تايم دالويات. L'année 1895 correspond dans la Sénégambie à une période qu'on peut considérer comme étant un tournant particulièrement important dans l'histoire de la colonisation. Si les Occidentaux avaient établi des contacts avec les pays de la Sénégambie dès le XVe siècle, on peut dire que jusqu'à ce que le Sénégal ait à sa tête Faidherbe, aucun processus véritablement significatif d'occupation du pays ainsi que de déroulement d'un processus visant à mettre en place une colonisation véritable avec des finalités bien précises n'avait été décliné. C'est avec Faidherbe seulement que va commencer un processus de conquête véritable du pays. Et ce processus va avancer à pas forcés, si bien que quand il quitte le pays en 1865, le processus est largement entamé et va élargir Foutiyou Tall a disparu dans les falaises de Bandiagara. En 1867, Maba Diakhou Ba est tombé à Sombo. En 1875, Ahmadou Cheikhou de Madi Wourouba a été lui également tué à Samba Sadio. À partir des années 1880, le Sénégal connaît de nouvelles épreuves. Nous savons tous que l'imam Moulay a été persécuté pendant ces années. Nous savons également qu'en 1886, Samba Laobé a été tué à Tivaouane. En 1886, nous savons que Lat Dior a été tué à Dekhelé. Nous savons qu'en 1887, ça a été le tour de Mamadou Lamine Dramé à Sokoto, en Gambie. Nous savons qu'à partir de 1890, quelqu'un comme Albouri Ndiaye a été obligé de s'exiler pratiquement pour aller apporter son soutien à Amadou Cheikhou après la chute de Nioro. Nous savons qu'à partir des années 1880, les pays de la Haute-Gambie avaient accepté le protectorat français. En Casamance, la France en 1886 a récupéré Ziguinchor. Depuis 1836, elle était déjà à Carabane et en 1837, elle a conquis Sédhiou. Nous savons parfaitement que le fleuve sera complètement conquis après 1891 avec les derniers combats livrés par Abdoul Boubacar. Nous savons que le Djolof sera conquis en 1893, mais également le Bawol. Nous savons que les pays du Sine et du Saloum vont faire allégeance à la France dans les années 1891. Par conséquent, si on fait le tour de la Sénégambie, on se rend parfaitement compte que partout, la France avait imposé son autorité, soit sous forme de protectorat, soit sous forme d'annexion, mais c'était l'autorité française qui commençait désormais à régner sur le pays. D'autant qu'ils se sont dotés d'un certain nombre de moyens pour parvenir à ces fins, avec la création du corps d'Espailly en 1843, la création du corps des tirailleurs sénégalais en 1857, l'invention, n'est-ce pas, de la carte d'état-major, l'invention de l'artillerie qui a fait des ravages considérables dans les guerres, l'invention de la mitraillette, l'invention de la dynamique qui faisait qu'en définitive, eh bien, la guerre n'était plus une affaire essentiellement de courage et d'héroïsme. C'est une affaire de technologie. Et dans ce domaine, incontestablement, les Occidentaux avaient une avance par rapport à notre continent. Le Français, lui, a compris que la meilleure façon d'exploiter les ressources économiques, c'est de passer par le levier culturel. Faire en sorte que le négro-africain soit assimilé, soit acculturé, soit déculturé, qu'il s'éloigne de son patrimoine culturel,
de son patrimoine traditionnel, de son patrimoine de coutumes, d'us et de valeurs, et qu'à partir de ce moment-là, le colonisateur soit le seul repère pour lui, soit le seul modèle pour lui. Donc l'administration coloniale, pour réussir ce dessein-là, avait mis en place l'école, avait mis en place les cours et tribunaux, avait mis en place les cercles administratifs. Donc il avait mis en place un ensemble de dispositions dont l'objectif était de faire en sorte que l'indigène négro-africain se départisse de sa culture. Et c'est dans ce moment-là où le système colonial décide, pour bien montrer qu'il a désormais la mainmise sur le continent africain, de créer l'AOF, l'Afrique occidentale française, en 1895 précisément, groupant 8 colonies, n'est-ce pas, qui seront désormais la base territoriale sur laquelle elle va s'appuyer. En même temps, l'opération est lancée pour la conquête de l'AIF, où le sergent Malamine, en 1880, avec Savorgnan de Brazza, arrive à signer le traité avec le roi du Congo, Makoko. Et la France se trouve maintenant derrière un empire africain incontestablement établi. L'AEF sera établie entre 1903 et 1910. En même temps, elle a formalisé ses frontières avec la Guinée-Bissau, avec la Guinée-Conakry, avec la Gambie entre 1889, 1904 et 1905. Et c'est également dans ce contexte-là qui se situe après le congrès de Berlin de 1884-1885, la conférence de Berlin, 1884-1885, il ne restait plus qu'à régner sur les consciences. Ils ont occupé la terre, ils ont occupé la force de travail, ils ont occupé également le pouvoir politique et le pouvoir économique. Il ne restait plus à la France pour régner de façon absolue sur le Sénégal qu'à régner sur les consciences. L'environnement colonial était un environnement de domination. Domination qui devait prendre en compte non pas seulement les moyens matériels, mais aussi les moyens moraux. C'est-à-dire que le colon puisse avoir un droit de regard sur le vécu quotidien des colonisés. Et pour que le colonialisme puisse atteindre ses objectifs, il faudrait que les colonisés puissent vivre selon un mode prédéterminé par lui. C'est pourquoi Seigne Touba dérangeait. Le Cheikh Ahmadou Bamba et les chefs religieux avaient compris qu'aussi longtemps que le dominateur n'aura pas régné sur les consciences, sa victoire n'est pas totale. C'est quand il aura régné sur les consciences qu'il pourra modifier les comportements des individus ainsi que leur façon de vivre. C'est ce qui s'est passé dans les Antilles, c'est ce qui s'est passé en Guyane, c'est ce qui s'est passé dans les îles de la Réunion et consorts. Dans ces pays qui n'avaient pas l'islam en tant que tel, on a occupé la terre, on a occupé la force de travail, on a occupé le pouvoir politique et on a occupé également la conscience des populations. Et par un phénomène de décérébration et de recérébration, on a mis à la place, n'est-ce pas, des mentalités, une vision du monde qui serait conforme à l'acceptation de la colonisation pour que celle-ci puisse régner désormais en maîtresse absolue sur le pays. Alors, il y a eu beaucoup de résistants en Afrique qui ont utilisé les armes pour faire face à cette invasion coloniale. Mais on s'est rendu compte que ces résistants n'ont pas pu tenir tête à ces colonisateurs qui avaient un armement autrement plus sophistiqué. D'autres résistants ont compris qu'il fallait utiliser une méthode beaucoup plus intelligente, beaucoup plus efficace, qui peut permettre de protéger les populations, de protéger leur culture, de protéger leurs croyances. Cheikh Ahmadou Bamba s'inscrit dans cette perspective-là. Pour l'ordre colonial, toute forme de rassemblement ne devrait se faire que selon ces critères. Et le fait que la foi soit au rendez-vous et que cette foi soit une foi musulmane dérangeait beaucoup. Alors dans cette situation-là, Cheikh Ahmadou Bamba propose quelque chose de stable, quelque chose de pérenne. Il s'agit de retourner à la spiritualité. Il s'agit de retourner à l'enseignement de Dieu. Il s'agit de retourner à la tradition prophétique. Il s'agit précisément d'être ouvert. Il s'agit d'être humble. Il s'agit d'être humaniste. Voilà ce que nous enseigne Cheikh Ahmadou Bamba. Et l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba, donc, est un enseignement qui promeut des valeurs fortes, qui promeut des principes forts. Chercher le savoir,
être ouvert à l'autre, aider, être à la disposition de l'autre, travailler pour la paix, développer le culte du travail. En Serigne Touba, il n'y a pas de meilleure forme de libération que de pousser l'individu d'abord à croire en lui-même et de se considérer comme la seule créature du Tout-Puissant, mais surtout de mettre le travail à un niveau très élevé. Les disciples, pour l'essentiel, étaient convaincus de la pertinence de l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba. En fait, Cheikh Ahmadou Bamba n'était pas quelqu'un qui attirait les gens vers lui. Il attirait les gens vers Dieu et vers le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. C'était ça qui constituait son combat. Comme il l'a dit, je l'ai rappelé tout à l'heure, comme il l'a dit à Serigne Dame Abdourahmane Lo. Tout son travail s'articule autour des enseignements du Coran, autour des enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les disciples étaient conscients de cela. Cheikh Ahmadou Bamba est quelqu'un qui tournait le dos à la vie mondaine. Cheikh Ahmadou Bamba était connu pour être farouchement attaché à des principes qui étaient des principes religieux, qui étaient des principes spirituels. Nombreuses foules qui accouraient vers Serigne Touba, pour eux, c'était un signe de danger. Parce qu'ils pensent que Serigne Touba aurait pu trouver en cette forte adhésion populaire les moyens de refuser la domination coloniale. Ils ont pensé à cela. Ils l'ont infiltré par des soi-disant talibés qui venaient rendre compte de son vécu quotidien. Ainsi, ils sont réveillés un jour. Ils ont décrété et retenu que Serigne Touba était prêt pour la guerre sainte. Il leur a répondu qu'il n'était pas lui pour une guerre des armes, mais il était surtout prêt pour une guerre des âmes. Il voulait surtout purifier les âmes, en faire de véritables mourides, des gens qui n'aspirent qu'à servir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi à servir le Tout-Puissant. C'est une question d'idéal, et il avait travaillé autour de cet idéal, il avait travaillé autour de cette doctrine, il avait confié cette doctrine, il avait formé des personnes qui de façon itérative ont continué à perpétuer l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba. Donc c'est cela qui est le plus important. Et aujourd'hui, en fait, une fois que l'on goûte à cette idéologie, à cette doctrine véhiculée par Cheikh Ahmadou Bamba, on se rend compte évidemment que voilà une doctrine qui dépasse toutes les autres. Toutes les autres doctrines qui ont existé dans le monde et qui ont cherché à sauver l'homme, qui ont cherché à sauver la société, n'ont fait que péricliter l'homme dans un véritable gouffre, que ce soit le libéralisme, que ce soit le communisme, que ce soit les autres idéologies. Aujourd'hui, l'humanité est en train de chercher une idéologie qui puisse la sauver de la déréliction. Et cette idéologie, je crois qu'il faut la trouver à Touba avec Cheikh Ahmadou Bamba. Et Cheikh Ahmadou Bamba, se levant en ce moment-là, affirmant qu'il ne croyait qu'en Dieu et en Dieu seul, il n'avait pas d'autre maître que Dieu et Dieu seul, remettait en cause fondamentalement le paradigme fondateur du système colonial. Parce que le système colonial se fonde sur le fait que c'est l'autorité coloniale qui est l'autorité suprême. Et c'est à lui que tout le monde doit se soumettre. Que de trouver quelqu'un qui ose dire que lui, il n'a de maître que Dieu et Dieu seul, il accepte de ne se soumettre qu'à lui et refuse toute autre forme d'allégeance à quelque autorité que ce soit. C'est un défi que le système colonial ne pouvait pas supporter. Et c'est la raison pour laquelle il apparaissait comme un esprit dangereux, quelqu'un qu'il fallait essayer de neutraliser le plus rapidement possible, parce que si ce discours-là parvenait à gagner les consciences, c'est toute l'œuvre que la France avait entreprise depuis pratiquement de longues années qui serait entièrement remise en cause. Voilà pourquoi il devenait une cible privilégiée qu'il fallait systématiquement éliminer. C'est dans cette perspective-là qu'il a été convoqué à Saint-Louis, qu'il a connu beaucoup de déboires de la part de l'administration coloniale, mais qu'il a toujours rappelé qu'il reste ferme sur les principes. Les principes, ainsi qu'il le dit dans sa lettre réponse envoyée à Serigne Dame Abdourahmane Lo, chers disciples, lui dit-il, si vous voulez réussir votre vie ici et votre vie dans l'au-delà, je vous recommande de suivre de façon scrupuleuse les dispositions canoniques du Coran et de suivre aussi de façon scrupuleuse la tradition prophétique. Et donc c'est quelqu'un qui s'est inscrit dans cette perspective-là, qui n'a jamais voulu transiger par rapport à ces principes, être ferme sur la croyance, être ferme sur la tradition prophétique et travailler à protéger sa communauté contre les effets néfastes de la colonisation. Le colonisateur a estimé alors que Cheikh Ahmadou Bamba constituait un danger.
les mourides et quelques personnalités se sont levés pour dire à Seigne Touba, laissez-nous nous battre contre le colon pour que vous n'alliez pas répondre à Saint-Louis. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Non, je prends la non-violence parce que je suis sûr de vaincre et de triompher. Il leur a dit, sama digganteeg tubaab bi walu dëgëj la dana mokk rumbax te kenn du dégg kanang. Donc personne kenn déggul kanang, aucune arme n'a été entendue, et pourtant la victoire elle est totale aujourd'hui. Voilà quelqu'un qui a compris très tôt que la meilleure façon de contrer les effets négatifs du colonialisme, c'est de mettre en place un dispositif de résistance qui soit intelligent et qui reste chevillé aux croyances et aux valeurs locales. Et donc, le colonisateur est quelqu'un qui était plus ou moins contrarié par la démarche de Cheikh Ahmadou Bamba et qui a dit, évidemment, que la meilleure façon de lutter contre celui-là, c'est de le perturber, de le torturer, de l'extirper de son terroir, de l'amener ailleurs, mais avec comme lame de fond l'objectif fatal qui est de le supprimer. Seigne Touba a vaincu parce que simplement il a brisé les chaînes du colonialisme en clamant tout haut et en clamant de manière forte son allégeance exclusive envers son Créateur et en se réclamant le serviteur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le processus qu'on a trouvé a été de le déférer devant le conseil privé, qui n'était pas un tribunal en tant que tel, parce que n'étant pas dans l'ordonnancement juridique mis en œuvre par la Constitution, une institution judiciaire destinée à cet effet, mais qui était une structure dans laquelle le gouverneur pouvait appeler qui lui plaisait, n'est-ce pas, et qui, c'est-à-dire des fonctionnaires de l'administration, des habitants de Saint-Louis, des officiers, etc., qui étaient évidemment tous acquis à sa cause et qui seraient prêts à faire tout ce qu'ils voulaient. Et c'est en ce moment-là qu'on l'a déféré devant cette institution. Le tribunal d'exception, le conseil coutumier, un tribunal d'exception, où l'individu qui se présente devant ce conseil n'a aucun droit, même si ce qu'on lui reproche n'est pas fondé du tout. Où il ne peut pas être défendu par un avocat, où il est par conséquent livré pieds et poings liés à ses adversaires qui articulent toutes sortes de griefs contre lui, disant qu'il est de la confrérie Tidjaniya, et la Tidjaniya est une confrérie de guerre telle que incarnée par El Hadji Omar Foutiyou Tall, par comment dirais-je, Alboury Ndiaye, par Ahmadou Cheikhou et par Maba Diakhou Ba, etc. Que ce qu'il voulait également, c'était remettre en cause l'autorité de la France en organisant la guerre sainte, en achetant des armes en Gambie et dans les pays voisins et en soulevant les populations pour qu'elles se rebellent contre l'autorité coloniale. Et on a préparé un dossier totalement faux, ne renfermant que des accusations absolument fantaisistes, n'est-ce pas, pour essayer de le condamner. Le fait de juger Cheikh Ahmadou Bamba à travers un procès et des chefs d'accusation qui étaient complètement faux, parce qu'on a considéré qu'il gardait des armes, qu'il se préparait à une résistance armée. Les gens ont fait des descentes sur les lieux, ils n'ont absolument rien trouvé, sinon quelqu'un qui avait toujours sa plume, qui avait son encre, qui avait ses papiers pour écrire. Il n'y a que ça qui l'intéressait. Cheikh Ahmadou Bamba est un soufi. C'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas à ce monde. C'est quelqu'un qui s'intéresse plutôt à son rapport avec Dieu. C'est quelqu'un qui s'intéresse à ce compagnonnage avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est quelqu'un qui ne travaille que pour ça. Donc, pas d'armes, pas de préparation, pas de complot, mais justement des chefs d'accusation fallacieux ont été retenus contre lui simplement pour l'inculper. Mais bien sûr que si. Aujourd'hui, nous sommes au Sénégal dans un pays à 95% musulmans. Le système colonial n'a pas pu réaliser ce qu'il voulait. Ce qu'il voulait, c'était le détruire, c'était le tuer. À un moment donné, un des administrateurs qui était ici à cette époque-là au Sénégal a même suggéré qu'on l'élimine physiquement. Hein, parce qu'il a dit morte la bête, mort le venin. N'est-ce pas? C'est ça qu'il désirait. Alors, je pense par conséquent que cette stratégie qui a été mise en œuvre a été payante. Parce qu'au bout du processus, elle a permis à l'islam de triompher, de survivre, et aujourd'hui, nous avons une religion
qui est largement majoritaire dans le pays, malgré tout ce que le système colonial a tenté pour qu'il n'en soit jamais ainsi. Sociologiquement alors, on va dire que le combat du colonisateur aura échoué, non pas parce qu'il y avait des résistants qui ont été défaits, mais parce qu'il y a quelqu'un qui a su être intelligent, utiliser l'arme intelligente qu'il fallait en son temps, c'est-à-dire faire face au colonisateur sans lever la moindre arme que ce soit, mais en utilisant des stratégies qui sont fines, protéger sa communauté, défendre la religion musulmane, défendre l'enseignement du prophète Mohammed et dire que dans l'avenir, j'ai laissé un héritage fort pour les générations qui viendront après. C'est un tribunal fantoche. Ceux qui étaient dans ce tribunal étaient aux ordres du colon. Un tribunal qui ne pouvait nullement être indépendant, qui était là simplement pour pouvoir servir de faire valoir à des décisions qui étaient déjà prises en haut lieu. Le tribunal ne faisait qu'annoncer une sentence qui était déjà prise depuis longtemps. C'est même pas un tribunal, c'est un simulacre de tribunal qui n'était mis là que pour réaliser les desiderata de l'administration coloniale. Son objectif était de faire condamner Cheikh Ahmadou Bamba, surtout qu'en cette année 1895, c'était l'année où Cheikh Ahmadou Bamba envisageait aussi d'aller à la Mecque. Or, s'il allait à la Mecque, il reviendrait avec une aura tout à fait particulière, n'est-ce pas? Son pouvoir n'en serait que beaucoup plus fort. C'était aussi l'époque où un certain nombre de chefs de canton influents dans le pays avaient décidé de se soumettre à la Mouridia et de venir par conséquent adhérer à la confrérie. Tout cela présentait un danger considérable pour le système colonial. Il fallait par conséquent tout faire pour tenter de l'éliminer. Et la meilleure façon pour cela, c'était de l'éloigner du Sénégal, de l'amener dans un pays lointain. On avait déjà envoyé beaucoup d'autres Sénégalais avant lui, comme exilés. Beaucoup y avaient laissé leur vie. Ils pensaient que lui aussi n'en reviendrait pas et que d'une façon ou d'une autre, on en aurait fini avec lui. On tournerait définitivement la page de la Mouridia. Le procès n'avait pas de sens à partir du moment où la descente qui avait été faite dans la demeure de Seigne Touba, avec la présence de Bourkoumé Ndofène Diouf, a permis aux colons de se rendre compte que Seigne Touba n'était pas armé et qu'il n'avait pas amassé d'armes et qu'il ne se préparait pas à lever une arme contre le colonialiste. Elles ne sont pas fondées parce que, comme je vous l'ai dit, lui-même a posé la question à son entourage. Il leur a dit, où est Ahmadou Cheikhou? On lui a dit, il est tombé à Madiouri. Où est El Hadji Omar Foutiyou Tall? On lui a dit, il a disparu dans les falaises de Bandiagara. Il dit, où est Maba Diakhou Ba? On lui a dit, il est tombé à Sombo. Il a donc montré que les guerres qui avaient été faites par les résistants africains pour tenter de s'opposer au système colonial n'avaient pas donné de bons résultats. Et que l'expérience ayant prouvé que la guerre désormais ne pouvait plus empêcher le système colonial de rester dans le pays, parce que précisément le décalage technologique était tel que la guerre n'était plus une affaire de courage, une affaire d'héroïsme, une affaire, n'est-ce pas, de volontariat. Il a pensé que il fallait modifier la stratégie. Et la stratégie, c'était habiter les consciences des populations, créer des daras, enseigner le Coran, former les gens dans les daras, les tenir en main de manière à constituer un écran culturel qui fasse que les Sénégalais attachés à leur religion trouvent en eux les réflexes nécessaires pour pouvoir s'opposer. Rien n'était fondé. On avait peur de Seigne Touba. On avait peur de Seigne Touba parce qu'il dérangeait l'ordre colonial. C'est pourquoi il a été exilé au Gabon. L'objectif du colon, c'était de décourager les disciples de Cheikh Ahmadou Bamba, c'était de décourager la famille de Cheikh Ahmadou Bamba, c'était de décourager l'entourage de Cheikh Ahmadou Bamba. Mais ce qu'il n'avait pas compris, c'est que Cheikh Ahmadou Bamba est quelqu'un qui s'était préparé en conséquence. Il savait ce qui allait arriver. C'est un fin stratège qui avait compris que le colonisateur allait mettre en place des stratégies dangereuses d'isolement, de marginalisation et donc d'éloignement par rapport à sa communauté. Alors Cheikh Ahmadou Bamba avait confié des tâches à ses frères, avait confié des tâches à ses parents, à ses oncles, mais avait confié des tâches à des disciples qu'il avait formés. Plus tard, quand il sera donc en résidence surveillée à Diourbel, pour vous répondre,
Retournons à ce dernier rapport. J'ai oublié le nom du commandant de cercle qu'il a écrit. Qu'est-ce qu'il a dit? Serigne Touba n'est pas quelqu'un qui est attiré par la violence. C'est un homme de Dieu exceptionnel qui n'est intéressé que par l'adoration qu'il voue à son Créateur. Il a aujourd'hui la puissance de ses prophètes et il aurait pu lever des armées, mais tout cela ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est de se consacrer à l'adoration profonde envers son Créateur. Pendant toute sa vie, c'est quelqu'un qui a été éloigné de sa communauté. Mais on s'est rendu compte que plus on l'éloignait de sa communauté, plus cette communauté devenait plus forte, adhérait plus à ses principes, adhérait plus à son appel, et cette communauté devenait de plus en plus grande. Et je crois évidemment que sociologiquement, on peut considérer que c'est un procès qui reposait sur des chefs d'accusation faux, fallacieux. Il s'agissait simplement pour le colonisateur d'éliminer quelqu'un considéré comme intelligent et dangereux, d'éliminer. Donc toute cette histoire de déportation, l'objectif visé c'était de l'éliminer physiquement. Mais je crois que chez Ahmadou Bamba, au-delà des considérations temporelles, c'est quelqu'un qui était assis sur des principes forts de spiritualité qui l'ont protégé. Mais ils ont découvert que l'arme de Serigne Touba était plus fatale, était plus forte que des armes matérielles, parce que Serigne Touba arrivait à convaincre, à pousser les foules à adhérer d'abord aux préceptes de l'islam, mais ensuite à s'organiser autour de lui. Tout cela a dérangé, c'est pourquoi finalement le colonialiste n'a pas renoncé à ses accusations, a continué de soutenir, malgré l'inexistence d'armes. Dans la concession de Serigne Touba, ils ont continué à dire que Serigne Touba s'était engagé à remettre en cause l'ordre colonial. Pour cela, ses idées dérangeaient et qu'il fallait le déporter. Et c'est comme ça qu'on l'envoie dans ces pays lointains, avec un climat différent du Sénégal, des populations qui n'étaient pas musulmanes, avec lesquelles il n'avait aucun rapport, une nourriture qui n'était pas celle qu'il connaissait, un cadre de vie totalement étranger, de manière à le soumettre à des tortures physiques, morales, intellectuelles et de toute nature, pour qu'il puisse abandonner, n'est-ce pas, son credo, qui était que il ne croyait qu'en Dieu et en Dieu seul, ainsi qu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont voulu que Serigne Touba tombe dans l'oubli le plus profond. Et l'oubli avait été organisé. C'est pourquoi il n'y a pas d'archives. Je pense qu'entre 1895 et 1902, d'abord il était au Gabon. Par conséquent, la documentation archivistique, pour l'essentiel, devait provenir du Gabon, pour ce qui le concernait. Je sais qu'il y a une bonne documentation archivistique que détiennent un certain nombre de communautés chrétiennes qui étaient au Gabon, à qui l'administration coloniale avait confié la mission de surveiller le Cheikh Ahmadou Bamba, de s'approcher de lui et de rassembler toutes les informations nécessaires sur sa personne pour peut-être espionner le moment où il pourrait constater que sa détermination a commencé à faiblir et qu'il serait peut-être beaucoup plus souple pour discuter. Toute cette documentation se trouve aujourd'hui en France. Elle est en Europe. Bon, mais cette documentation n'a pas été reversée ici, dans les archives, au niveau du Sénégal. C'est ce qui explique ce vide que nous avons. C'est tout le caractère partisan de l'histoire racontée par le colonisateur. En réalité, le colonisateur a voulu segmenter l'histoire, filtrer l'histoire, ne prendre que des éléments qui sont des éléments qui soient à sa faveur. Je crois que pendant toute cette période, Cheikh Ahmadou Bamba n'a pas cessé de montrer en fait la grandeur de son âme à travers des actes qu'il posait qui dépassaient l'ordinaire. Et donc, toutes ces choses-là ont été camouflées par le colonisateur qui finalement n'a retenu que des choses qui peuvent l'arranger. C'est pourquoi quelque part Paul Valéry a dit que la conscience de l'histoire est une conscience dans l'histoire. L'histoire ne justifie que ce qu'on veut. Même s'il y a de l'exagération dans le propos de Paul Valéry, il veut simplement dire qu'il peut arriver un moment où des gens manipulent l'histoire, orientent l'histoire de manière finalement à valoriser leur cause et à mettre l'autre dans un gouffre.
Voilà qui explique évidemment que pendant cette période où Cheikh Ahmadou Bamba a montré son endurance, au moins les archives auraient pu parler de l'endurance de Cheikh Ahmadou Bamba. On lui a fait subir toutes les catastrophes possibles et imaginables, il a enduré. Mais on me dit à Lyon, il y a des archives. C'est pourquoi un jour j'avais décidé de faire la démarche. D'abord en tant que ministre des Affaires étrangères, malheureusement, je n'ai pas pu la parachever. Cette démarche, je demande aujourd'hui aux autorités qui sont là de la parachever, de faire de sorte que nous ayons les archives de Lyon qui parlent de cette période. Parce qu'il existe des archives, mais ils n'ont pas voulu que ces archives soient portées à la connaissance des Sénégalais. Le colonisateur était surpris de voir le lendemain Cheikh Ahmadou Bamba encore vivant. Mais ils se sont tus sur tout cela. Mais ça, on le sait, qu'ils ont tout tenté pour l'éliminer. Mais Cheikh Ahmadou Bamba était protégé. Il était protégé par Dieu. Il était protégé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas n'importe qui. Il a été élevé à un grade supérieur, et ça, tout le monde le sait. Et en conséquence, c'est à l'arrivée seulement que le blanc s'est rendu compte qu'il a mené beaucoup d'actes, qu'il a posé beaucoup d'actes, mais ces actes étaient vains, parce que simplement, celui qui était en face, Cheikh Ahmadou Bamba, n'était pas du même calibre que lui. Parce que Serigne Touba a vécu de manière héroïque et de manière miraculeuse durant son exil. Un exil particulièrement difficile, dans un milieu particulièrement hostile, où même, je dis, en 2016 où nous sommes, je dis, des Sénégalais survivraient difficilement. Serigne Touba a survécu pendant 7 ans et demi ou plus, 7 ans et plus, durant cette période. Oui, je pense que nous n'aurons de ce point de vue aucune crainte, parce que toutes ces dimensions seront reflétées. La dimension mystique de l'homme, la dimension fondamentalement intellectuelle de l'homme, n'est-ce pas? Sa dimension religieuse, sa dimension politique, sa dimension économique, sa vision sociale, la façon dont il comprenait la société sénégalaise, les enseignements qu'il a élaborés, son système d'éducation, son système de formation, la tarbiya, la tarhiya, n'est-ce pas? Et ensuite, toutes les autres structures qu'il a mises en place, le culte du travail, ce que cela signifie, n'est-ce pas, chez le mouride. Il n'y aura pas une dimension que nous laissons de côté. Ses rapports avec les autres marabouts, ses rapports avec les autres communautés, l'esprit de solidarité chez les mourides, le sens de la discipline, le sens de l'organisation, l'esprit de méthode et d'organisation, toutes choses qui correspondent à des dimensions plurielles de Cheikh, le respect de la hiérarchie, n'est-ce pas? Tout cela fait que nous allons, en fin de compte, prendre en charge toutes les dimensions que cette personnalité multidimensionnelle renferme. C'est pourquoi les bonnes informations, nous devons les avoir dans les archives. C'est l'occasion pour les mourides de les réclamer. Et nous demanderons de manière respectueuse au porte-parole Serigne Bass de s'adresser donc au gouvernement actuel pour que ce gouvernement puisse initier toutes les démarches nécessaires pour qu'on puisse avoir, le Sénégal puisse disposer de toutes ces archives durant l'exil de Serigne Touba. Il est temps que Serigne Touba et tant d'autres illustres personnalités du monde musulman et tant d'autres résistants puissent être enseignés de manière beaucoup plus profonde, pas superficielle. En Serigne Touba, on a l'universalité de l'œuvre. Dans tous les domaines, on peut trouver l'enseignement qu'il faut. Vous savez, nous, si nous avons pu échapper au communisme, à certaines idéologies venant d'ailleurs, je peux nommer de Engels, de Karl Marx et de tant d'autres penseurs, c'est parce que on avait déjà notre soif qui était étanche par... Cheikh Ahmadou Bamba a travaillé pour l'humain tout court.
il a travaillé pour le Sénégal, il a travaillé pour l'Afrique, il a travaillé pour le monde entier. Cheikh Ahmadou Bamba, déporté au Gabon, seul dans une geôle, dans des situations excessivement difficiles, a cherché de l'encre, a cherché une plume et a écrit que la race noire est une race importante, c'est une race glorieuse et que le noir n'a à développer aucun complexe d'infériorité par rapport à quelque autre race que ce soit. On peut le considérer de ce point de vue-là comme le véritable précurseur du mouvement de la négritude. Au-delà des Césaire, des Senghor, des Jacques Rabé Manangera, des Langston Hughes, des Jean Price Mars, des Webb Dubois, je crois que le premier à avoir parlé de la race noire et de l'importance qu'il faut accorder de la race noire, c'est tout compte fait Cheikh Ahmadou Bamba. En Serigne Touba, on trouvait l'œuvre, une œuvre universelle. Je vous donne un exemple sur des domaines très simples. Vous savez, les Senghor se sont réveillés de manière courageuse face donc à beaucoup d'aléas. Ils ont créé la négritude. Mais bien avant eux, Serigne Touba a été celui qui a été le premier à défendre la peau noire. Il l'a écrit et répété. Je ne le dirai pas en arabe parce que je ne voudrais pas que les mots soient mal prononcés. Je le dirai en français. Combien a-t-il dit? Combien de fois a-t-il dit le blanc ou le noir ne peuvent apporter profit ou vous faire mal que sur décision du Tout-Puissant? Combien de fois a-t-il dit blanc et noir? Ils les mettent sur un pied d'égalité. Ils les mettent sur un pied d'égalité. Combien de fois a-t-il eu, lui, à montrer qu'il était attaché à sa peau noire? Rappelez-vous son exil. Rappelez-vous son exil en Mauritanie. En l'amenant en Mauritanie, que voulaient-ils, les Blancs? Il disait que les Mauritaniens qui sont de peau blanche allaient créer auprès de Serigne Touba un complexe d'infériorité. Alors, Serigne Touba a été chanté par tout ce que la Mauritanie contre d'illustres personnalités religieuses. Par Cheikh Sissep, par Cheikh Sidiya, par Cheikh Sadbou, par tant d'autres. Cheikh Sadou Habib, par tant d'autres personnalités mauritaniennes. Tout cela, d'abord la négritude. Dans le marxisme, qu'est-ce qu'on cherche? À libérer l'homme. Pour ceux-là qui recherchent des repères, pour ceux-là qui recherchent des modèles, dans un monde qui est complètement perturbé, Alain Finkielkraut parle de la défaite de la raison. Le monde est complètement perturbé, l'homme ne sait plus où il va. C'est en ce moment-là précisément que nous allons nous rappeler que quelque part à Diourbel, que quelque part à Touba, il existe un être qui entre le 18e, le 19e et le 20e siècle et qui s'appelle Cheikh Ahmadou Bamba, nous a laissé un héritage fort et cet héritage, il existera jusqu'à la fin des temps parce que c'est un héritage qui ne s'intéresse ni à une époque donnée, ni à un pays donné, ni à une race donnée, mais à l'homme tout court, décoloré de toute considération culturelle ou confessionnelle. Voilà pourquoi Cheikh Ahmadou Bamba est le Cheikh Ahmadou Bamba des Sénégalais, c'est le Cheikh Ahmadou Bamba des Mourides, mais Cheikh Ahmadou Bamba, c'est le Cheikh Ahmadou Bamba des chrétiens, c'est le Cheikh Ahmadou Bamba des bouddhistes, c'est le Cheikh Ahmadou Bamba des juifs, c'est le Cheikh Ahmadou Bamba de l'homme tout court, parce que son discours et son action sont valables pour tous les êtres humains, quelle que soit leur obédience, quelle que soit leur croyance, quelle que soit leur race. L'Afrique a besoin que les gens aient une référence. Serigne Touba en est une. Et une des plus grandes références de l'Afrique. Si tous les Africains avaient suivi la voie tracée par Serigne Touba, d'abord en ayant foi en Dieu, on s'éloigne de toute forme de tentation qui crée les conditions d'alcoolisme, les conditions de personnes engagées dans la drogue, les conditions de personnes engagées dans des comportements de libertinage, le sida et tant d'autres. Ce sont des fléaux qui ravagent l'Afrique. Et il suffisait que ces gens-là croient en Dieu pour avoir des comportements qui leur permettraient de s'éloigner de ces fléaux. Ni les Cheikh Ahmadou Bamba, ni les El Hadji Malick Sy n'ont inventé une voie. La seule voie à laquelle ils se sont conformés, c'est l'islam, qui est une religion de paix, une religion d'amour, une religion de fraternité,
une religion de solidarité, une religion de convivialité, une religion de tolérance, une religion d'ouverture. C'est cette vision-là de l'islam qu'ils ont gardée, qu'ils ont sauvegardée, qu'ils ont pu préserver de toutes les scories et dont ils ont fait un viatique qui aujourd'hui est le viatique le plus important sur lequel repose notre pays. Et c'est la raison pour laquelle je crois que cette vision-là qu'ils ont de l'islam, qui est une vision qui est en harmonie parfaite avec les enseignements que nous avons tirés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas, sont à mon avis le viatique qui permettra à l'humanité dans le présent comme dans le futur de vivre en harmonie parfaite, dans le respect des différences, dans la tolérance, dans la paix, ainsi que dans l'entente et la compréhension mutuelle entre les peuples. La voie posée par Cheikh Ahmadou Bamba mène l'humanité au progrès et à la paix. Nous sommes dans un monde aujourd'hui marqué par beaucoup de violence, beaucoup de types d'extrémisme. On parle d'islamisme, on parle de toutes les formes d'extrémisme qui existent. Les fronts nationaux sont en train de se développer en Europe. Le racisme, quelque part, est en train de revenir. Et donc, nous sommes dans un monde perturbé par des formes de violence. Nous sommes dans un monde où la crise, toutes ces formes, atteint des amplitudes de plus en plus fortes. Crise économique, crise morale, crise politique, crise des idéologies. La crise tout court est en train de fouetter le monde. في البحر روما خربتي فسادني من الإله قربتي كروك لباب يما جدال لكبلا لبيتك لنا لنكوكم مغلق